Et si la planète tenait son propre journal? Imaginez une simple ligne tracée jour après jour qui raconterait l'une des histoires les plus importantes de notre temps. Eh bien, cette ligne, elle existe. C'est la courbe de Killing. C'est une métaphore assez incroyable quand on y pense. Un électrocardiogramme, un graphique qui mesure le pouls de notre monde. Ce n'est pas juste une série de chiffres, non, c'est vraiment un indicateur de santé, un bilan vital conçu en direct. Alors, attendez, on va s'arrêter là-dessus une seconde. L'icône environnementale de tout un siècle, ce n'est pas rien comme affirmation. Pour comprendre pourquoi un simple tracé a pu devenir aussi monumental, il faut en fait remonter à l'origine, à l'histoire d'une quête scientifique et d'une sacrée obstination. Pour saisir toute la portée de cette courbe, il faut d'abord découvrir l'homme qui se cache derrière et la question toute simple qui a finalement tout déclenché. Ça peut sembler fou aujourd'hui, mais à l'époque, c'était un vrai mystère. La plupart des scientifiques pensaient que les océans allaient tout simplement absorber le surplus de CO2. Il n'y avait aucune mesure fiable, continue, pour prouver quoi que ce soit. Et voilà notre protagoniste. Pas le cliché du savant dans sa tour d'ivoire, non, plutôt un jeune passionné de nature qui cherchait un projet de recherche qui lui permettrait d'être dehors. Et c'est cette passion pour le grand air qui l'a mené, presque par accident, à une découverte qui allait changer notre regard sur la planète. Et cette quête, ça a été l'œuvre de toute une vie. Et même plus, ça a commencé dans les années 50 avec une nouvelle méthode de mesure révolutionnaire, puis les premières découvertes, il y a même eu des crises de financement qui ont failli tout faire capoter. Et finalement, c'est son propre fils qui a repris le flambeau. C'est une histoire de persévérance assez incroyable. Obtenir ces données, ça n'a pas été une mince affaire. Il a fallu un lieu parfaitement choisi et un dévouement de tous les instants pour réussir à écouter ce que l'atmosphère avait à nous dire. Le lieu choisi, c'était l'observatoire de Mauna Loa, à Hawaï. Un sommet volcanique isolé, avec un air incroyablement pur, loin de toute pollution. Et c'est là, au milieu de nulle part, qu'on a installé un équipement super pointu pour l'époque, mais aussi terriblement fragile. C'était un vrai parcours du combattant. L'analyseur tombait en panne, les financements étaient toujours sur la sellette. D'ailleurs, en 1964, tout s'est arrêté pendant 4 mois. C'est un bon rappel que les grandes découvertes scientifiques dépendent souvent d'un travail de fourmi, d'une maintenance quotidienne qui ne fait jamais les gros titres. J'adore cette expression du géochimiste Johann Nisbet, la science Cendrillon. C'est exactement ça. Ce genre de surveillance à long terme, méticuleuse, un peu routinière, ce n'est pas spectaculaire, c'est souvent sous-financé, mais au final, c'est absolument crucial. Sans ce travail de l'ombre, la courbe de Killing n'existerait tout simplement pas. Et finalement, tout ce travail acharné a payé. Il a révélé non pas une, mais 2 découvertes majeures, cachées au cœur même des données. La première chose qui saute aux yeux en regardant la courbe, c'est ce motif en dents de scie, ce zigzag régulier. En fait, c'est magnifique. C'est littéralement la respiration de la planète. Au printemps et en été, les immenses forêts de l'hémisphère nord absorbent du CO2 pour leur croissance, donc le niveau baisse. Puis en automne et en hiver, elles le relâchent et le niveau remonte. C'est le pouls annuel de la biosphère. Mais voilà, si on prend un peu de recul, si on dézoome au-delà de cette oscillation saisonnière, une autre tendance devient absolument indéniable, une montée, constante, année après année. La planète respire, oui, mais sur fond d'une tendance à la hausse qui ne s'arrête jamais. Le point de départ, en 1959, c'était 316 parties par million, ou ppm. Pour se faire une idée, ça veut dire que sur 1 million de molécules d'air, 316 étaient des molécules de CO2. Et en 2024, ce chiffre est monté à plus de 424. Le simple fait de voir ces 2 nombres côte à côte, ça montre de façon spectaculaire l'ampleur du changement en seulement quelques décennies. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'héritage de Charles Killing a été repris par son fils, Ralph, qui a ajouté une pièce absolument cruciale au puzzle. Il a transformé une observation en une preuve irréfutable. Cette transmission, elle est magnifiquement résumée ici. Dans sa propre thèse, Ralph Killing raconte que tout est parti d'une simple conversation avec son père. Une idée qui a germé et qui l'a poussé à se poser une nouvelle question, tout aussi fondamentale. L'idée de Ralph était à la fois simple et géniale. Il s'est dit, si l'augmentation du CO2 vient bien de la combustion de choses comme le charbon ou le pétrole, alors, logiquement, le niveau d'oxygène dans l'air devrait baisser. C'est de la chimie de base. Pour brûler, il faut de l'oxygène. Il a donc décidé de mesurer l'oxygène avec la même précision que son père avait mesuré le CO2. Et le résultat, c'est ce qu'on appelle une preuve irréfutable. La courbe de l'oxygène mesurée par Ralph est l'image miroir parfaite de la courbe du CO2 de son père. Quand l'une monte, l'autre descend.
C'est l'empreinte digitale de la combustion à l'échelle de la planète, le lien indiscutable entre la hausse du CO2 et l'utilisation des combustibles fossiles. Revenons donc à cette courbe de départ. Avec tout ça en tête, on comprend mieux pourquoi elle a pris une telle place dans notre histoire et une signification aussi profonde pour notre époque. Pour vraiment saisir le choc que représente cette courbe, il faut prendre beaucoup de recul. Grâce aux carottes de glace, on peut remonter le temps sur 800 000 ans. Et pendant toute cette période, le CO2 a oscillé tranquillement dans une fourchette bien définie. Et puis, sur les 65 dernières années, on a cette montée, presque verticale. C'est un changement d'une rapidité et d'une ampleur qu'on n'a jamais vu dans l'histoire climatique récente. C'est une comparaison très, très forte, je sais, mais elle montre à quel point ce simple graphique est devenu plus qu'une donnée scientifique. C'est un symbole de notre ère, de l'Anthropocène. C'est une image qui résume toute la complexité de notre relation avec la planète. Et cette ligne, elle continue de s'écrire, en ce moment même, jour après jour, au sommet du Mauna Loa. C'est le témoin silencieux de nos actions. Le travail acharné d'un père et de son fils nous a donné ce journal. La question qui reste posée maintenant, c'est quel sera le prochain chapitre? Et qui va l'écrire?